discorde, des précisions, n'hésitez pas à intervenir. Un petit signe et on vous interrompt. Voilà, vous m'interrompez. Comme beaucoup d'universitaires, et en tout cas d'universitaires des sciences humaines, j'étais formé à la dispute. Hein, et la dispute est au cœur de nos éléments et de la controverse. Donc n'hésitez jamais à intervenir, à donner votre opinion, comme ça on pourra discuter. Nous sommes connus comme ça d'ailleurs, Voilà. en nous disputant. Je me présente, je suis sociologue, professeur émérite en sciences de l'éducation, sociologue des usages numériques et du cyberespace. Je travaille sur ces sujets-là depuis maintenant les années 94-95, car le centre de calcul avait donné l'accès aux universités sur l'Internet et que, jeune doctorant, j'arrivais et je trouvais un petit cube. Hein, un petit cube, vous ne savez pas très bien à quoi ça servait, mais ça permettait d'accéder à des données, à des informations. Je me suis intéressé à cet objet en tant que, d'abord, sciences de l'éducation, pour savoir est-ce que ça éduque, tout cela. Est-ce que ça éduque? Et est-ce qu'on a une éducation ou simplement une tête remplie de bouquins, comme on en a parfois dans nos bibliothèques, vous savez, frénésie, on achète des livres, on les pose, on les lit jamais, mais ça fait sérieux. D'accord? Est-ce que c'était un prétexte ou est-ce qu'il y avait réellement un travail d'information? J'ai poussé la réflexion puisque très vite j'ai été un spécialiste d'éducation négative. Qu'est-ce que l'éducation négative? C'est l'éducation qu'on n'aimerait pas avoir. Comment on apprend les choses qu'il ne faudrait pas apprendre. Et mes premiers travaux étaient sur le copiage. Finalement, ce jeune qui me remet un devoir de licence, est-ce qu'il a vraiment écrit ou pas écrit? Qu'est-ce qui est à lui et qu'est-ce qui n'est pas à lui? Et en tout cas, la forme que je vois, comment son cerveau a fonctionné. Et donc, j'ai travaillé sur cela. Voilà pourquoi j'ai pris le titre usage numérique, puisqu'on va parler des usages numériques. En tant que sociologue, je ne vais pas m'intéresser à la machine, je ne vais pas m'intéresser à la technique qui me permet, je vais m'intéresser à ce qu'en font les humains quand ils ont ça entre les mains. Et hors du numérique, parce que vous le verrez, je vais aborder aussi les cyberviolences, la cyberhaine, tout ce qui se passe de négatif sur le net, et vie numérique, parce que je pense qu'il faut que l'on parle dans le domaine des vies numériques. J'ai posé dans mon intervention, la première, c'est quels enjeux démocratiques? Parce qu'il me semble que quand on travaille et quand on est chercheur, on voit tellement de choses très favorables. Hein? Je pense qu'on est au début des années 2000 et les féministes canadiennes, les premières sur le net, décident que le net, comme elles disent, n'a pas d'organes génitaux masculins. Et donc elles vont sur le net. Et elles vont sur le net défendre le pensée féministe. Donc cet élément me semblait intéressant. C'est-à-dire, est-ce que l'Internet va donner la parole à tout le monde? Est-ce que finalement, dans l'Internet, on ne va pas trouver la moindre petite trace de ce qui, aujourd'hui, dans la vie publique, va être prohibé, interdit, censuré? C'est comme ça que un certain nombre de fondateurs de l'Internet l'ont voulu. Un grand navire libertaire. Mais en même temps, est-ce que ça ne pose pas de réels enjeux démocratiques et des enjeux de vie? Voilà de quoi je vais à peu près parler là-dessus. Alors, comme je suis positif, je pourrais d'abord faire un rêve. J'ai fait un rêve et finalement, je vais peut-être regarder d'abord les choses hyper positives que le net a apportées. Qu'est-ce qui a changé? Alors beaucoup de gens me disent « Oh, le net, moi j'y vais jamais, ou très peu, c'est très négatif. » Mais en fait, ils sont déjà dans le net. Parce que vous le vouliez ou non, vous êtes déjà à l'intérieur de cela. Hein? Je prends souvent l'exemple. Si quelqu'un, là, pendant ma conférence, reçoit un SMS, voilà, j'en ai marre, je te quitte. Vous voyez, le truc insignifiant. Le Pierre va peut-être se mettre à battre un peu. Pourtant, ce ne sont que des données numériques qui portent sur un écran en plastique. Il n'y a rien dedans. Si vous vous mettez à être triste, c'est que vous y donnez du sens. Et que cette activité, qui n'est qu'une activité mécanique,
devient une activité significative et de sens. Comment a-t-on construit progressivement le sens? Comment nos sociétés, mais je ne remonterai pas dans l'histoire, ont construit un rapport techno-émotionnel pour faire que notre émotion ne soit pas une émotion pure, mais c'est une émotion toujours médiatisée. J'avais souvent l'impression de dire que tout était immédiat, c'est-à-dire une trait d'union média. Et il y a toujours des médias. Mais c'est vrai que nous sommes parfois dans une société où on préfère, vous voyez, la petite lettre avec le petit parfum, comme des cachettes, et qui dit « t'es un con, je me barre ». Ça, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Mais on est tous faits de cela. Et progressivement, nous avons été totalement pris dans ce jeu de mutation progressive de nos activités vers des domaines qui font qu'aujourd'hui, je considère qu'on est tous des cyborgs. C'est-à-dire qu'on est tous faits d'une dimension numérique, plus ou moins réfractaire, plus ou moins engagée, plus ou moins forte, mais qu'on ne peut pas faire comme si les activités humaines n'étaient pas médiées là-dessus. On va commencer par le début. On va commencer à s'intéresser. J'ai pris la pomme pour me rappeler mon petit ordinateur d'Apple, et on va se dire, bon, finalement, l'Internet, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Est-ce qu'il nous a apporté la pomme de la connaissance? D'ailleurs, bibliquement, c'est a priori ça qu'on a troqué. Quelle connaissance, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est là qu'on a troqué. Est-ce qu'aujourd'hui, grâce au monde numérique, on a accès à de la connaissance? Certains diront non, on a accès à des datas. Et c'est l'être humain qui fait de ces datas de la connaissance. Et que, je dis souvent, enfermons un enfant de 5 ans au plein milieu de la Bibliothèque nationale de France, allez, soyons pas sévères, laissons-le un an. Est-ce qu'à la fin, il aura de la connaissance? Ça dépend beaucoup de ses compétences préalables. Il sera sûrement en train de jouer avec beaucoup de livres, mais est-ce qu'il aura compris, comme vous pouvez dire, est-ce qu'il aura appris à lire? Mais en tout cas, il a des datas. Et l'Internet, dans un premier truc, est un flot de données, parfois positives, parfois négatives. Souvent aujourd'hui, on accuse l'Internet d'être plutôt une source de négativité. Très souvent, on m'interroge, tiens, il y a eu un attentat là-bas, est-ce que vous pensez que c'est la faute des réseaux sociaux? Tiens, il y a eu ceci, est-ce que c'est la faute des réseaux sociaux? C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire que ces données, elles sont négatives. Et qu'en fait, les vraies données positives, elles seraient quand on revient au papier. Comme si le papier était pur. Le papier n'est pas pur parce qu'avec le papier, j'écris beaucoup de textes aujourd'hui interdits. Je peux écrire Mein Kampf, comme je peux écrire la Bible, comme je peux écrire un livre de poésie. Le papier ne m'apporte rien. Et le numérique ne m'apporte rien, c'est ce que j'en fais moi. Excusez-moi. Est-ce que c'est la pomme de la discorde? Est-ce qu'aujourd'hui, on est en situation d'opposition? On a été, dans le monde occidental, en fracture numérique. On n'est plus en fracture numérique, c'est-à-dire l'accès à des outils numériques, mais on est en fracture d'usage numérique. On n'a pas les mêmes usages. D'ailleurs, entre un étudiant qui sait aujourd'hui utiliser ChatGPT et un qui ne sait pas l'utiliser, ça fait une différence notable. Donc on a un problème d'éducation numérique, mais on n'a pas un problème d'accès à l'information. Pourtant, comme je le disais, très souvent, on va indiquer que le numérique est le coupable idéal. Coupable idéal. On va le sommet de se modifier. Mais pourquoi l'interdisent-ils pas? Phrase qui est répétée par tous les hommes politiques, pourquoi l'interdisent-ils pas? Malheureusement, parce que ça a été fabriqué pour ne pas pouvoir être interdit. Ça a été fabriqué pour ça. Et ce n'est pas deux hippies de la côte ouest des États-Unis qui l'ont voulu, c'est l'armée américaine qui l'a voulu. Pour que ça ne puisse pas être arrêté par des explosions atomiques. Est-ce que c'est la pomme de la sorcière, cet Internet?
C'est-à-dire que peu à peu, tout en pensant vous faire du bien, ça vous transforme. Oh oui, beaucoup de nos pratiques de vie sont transformées par le monde numérique. Je discutais avec une collègue de 55 ans qui était seule et qui me dit, tu sais, je ne voulais pas y aller, mais quand même, j'y suis allé sur Tinder. Ah, mais quelle horreur! Voilà. Mais ces pratiques de recherche de compagnons, ben, elles sont numériques. Elles sont comme ça. Bien sûr, nous avions le temps, vous savez, on avait le petit papier où on mettait combien il nous restait dans le compte en banque. Et tous les soirs, on regardait avec le petit ticket. Aujourd'hui, vous voulez le ticket? Vous êtes anachronique. Vous voulez encore le ticket pour encore regarder? Mais c'est enlevé directement sur le compte. Nos pratiques commerçantes ont changé. Et ainsi de suite. Peu à peu, croyant que ça fonctionne, nous nous transformons. La difficulté, c'est que nous ne prenons pas conscience de cette transformation et des conséquences qu'elle peut avoir. Est-ce que c'est la pompe de la violence? Est-ce que, à cause des réseaux sociaux, il y a une haine plus importante qui se diffuse? Bien sûr, parce qu'il y a de l'amour plus important qui se diffuse. Il y a de l'argent plus important qui se diffuse. Il y a tout qui se diffuse. Le réseau n'a rien apporté. Il sait tout simplement qu'on est dans un monde dans lequel la circulation des données, elle est importante. Est-ce qu'on a une maîtrise là-dessus? Pas souvent, puisque le nombre de fois où on est convoqué à pouvoir expliquer quelque chose qui s'est passé dans le monde il y a 2 minutes, et qu'on est un peu ridicule, parce que nous, on n'en sait rien, et qu'on voit sur les réseaux sociaux que déjà le monde entier a sait quelque chose. Il s'est passé à peine 3 minutes, ça y est, c'est fini, on sait l'événement, on l'a analysé, on le fait, il y a même des mouvements qui vont aller pour ou vont aller pour. Donc, peu à peu, bien sûr, il y a de la violence dans les réseaux Internet. Est-ce que c'est la forme de l'argent? Au départ, ça ne l'était pas. Il y a eu un combat pendant un temps donné entre ceux qui pensaient à un Internet libre et d'accès gratuit, et puis, aujourd'hui, c'est celui du marché et de l'argent. Les GAFAM dominent et déterminent un certain nombre de choses qu'on va examiner et qui sont négatives. L'Internet a fabriqué 3 révolutions. Celle du temps, celle de l'espace et celle de la quantité. Est-ce que les humains étaient faits pour pouvoir accéder à toutes les informations du monde à un moment réduit, dans un temps réduit, et pouvoir l'utiliser? Nous pourrions en débattre en tant que philosophes. Est-ce que l'ignorance n'est pas l'une des formes de l'humanisme et pas l'hyperconnaissance de tout? En tout cas, on est bien d'accord du choix de savoir choisir. Mais aujourd'hui, vous êtes sommés de tout savoir. Je vous prends un exemple qui m'énerve à moi. Vous savez, les réseaux WhatsApp, et surtout les réseaux familiaux. Éteignez les réseaux familiaux. Coupez les réseaux familiaux. Et je rentre. Alors, t'as pas répondu? Ben quoi? Eh bien, à ce qu'on vient de dire. Eh bien, qu'est-ce qu'elle dit? Oh, mais c'est ta soeur qui dit, si dans 3 semaines. Eh bien, j'ai le temps. Je n'ai pas répondu dans la seconde. Mais c'est comme si j'étais un mauvais frère. Et on me somme. Et parfois même, on m'appelle pour me dire de regarder dans mon WhatsApp parce qu'il y a ce message et qu'il faut dire que je réponds. D'accord? Donc, est-ce que nous sommes ça? Mais en tout cas, on sait que l'Internet a passé du temps vers le temps zéro, le temps immédiat. Même, je dirais même qu'on est au-dessus du temps zéro. On est dans le temps avant le temps zéro. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, comme je le disais, l'événement arrive, il est déjà analysé, déjà choqué, il est déjà critiqué. Aucun temps de recul. Comment le jugement humain peut exister dans l'immédiateté? Alors je sais bien que c'est difficile d'être citoyen, mais chaque fois que moi je vois un événement, et qu'on m'apprend un événement, et qu'on me dit qu'est-ce que ça en pense, oula, je vais prendre mon temps. Je vais réfléchir. Parce que ce matin, on accuse quelqu'un, à midi, on l'a déjà condamné, ce soir, bon, il n'existe quasiment plus. Encore, il passe à la télé, lui. Ben non, la justice nécessite le temps, et nécessite des temps
d'argumentation, de défense, que le net n'offre pas. Est-ce que les espaces nous sommes faits pour être en ubiquité, être là tout le temps, dans tout lieu, connaître tout? C'est une question fondamentale. Et est-ce qu'on a une quantité d'informations nécessaires et suffisantes? Et est-ce que l'on doit choisir? On y reviendra tout à l'heure, vous le verrez. Ça, c'est important. Il faut y prendre garde. La citoyenneté est faite d'un rapport individuel d'un individu à un territoire donné, à un espace donné, durant un temps donné, avec une régularité des analyses, des informations. Donc on n'est plus citoyen de quoi? Hein? Citoyen de quoi? Je me rappelle cette députée qui était critiquée parce qu'elle ne savait pas où était le Jourdain. Ben oui, après tout, aujourd'hui, tout le monde doit tout savoir, quoi. Celui qui ne sait pas, c'est idiot. Hein? Donc, ça va nous questionner dans notre capacité de jugement. Je rajouterai là-dessus, vous le verrez, la théorie du complot et les fake news et les deepfakes et tout cela, et on se retrouve que le citoyen qui doit prendre la décision a besoin d'une temporalité qui lui permette. Sinon, c'est des tricoteuses. C'est là, maintenant, je juge, je décide, je condamne. Ça, c'est un élément important. 1973, j'étais jeune, je n'étais pas beaucoup de ça. C'est pas mal. Mais j'étais assez négatif, je passais à la solitude, je me disais quand est-ce que l'amour va arriver, j'avais envie d'aventure, j'avais envie de culture, j'avais envie de m'engager, j'avais de l'audace. J'étais tout parti. Et voilà, 1973 arrive un outil merveilleux. Hein, ça, c'est le premier Apple. Hein, et cet outil, au départ, je ne pense pas, mais il offre ça. Aujourd'hui, à l'adolescent, participer, c'est participer dans le monde numérique. Avoir de l'audace, c'est dans le monde numérique. Partager la culture, le lien, la virtualité. Il est pris dans une offre qui lui offre tout ce que l'adolescent a au départ à rechercher. 1963, le projet Xanadu. Voilà que des universitaires et universitaires disent je vais essayer de relier des documents entre eux. Pourquoi? Pour faire que je puisse sauter d'un livre à un autre, d'un livre à un autre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je lis, j'ai 4 ou 5 livres. Et je passe de l'un à l'autre. Hein. L'hypertexte et la notion d'hypertexte, qui va être une petite révolution à cette époque, mais qui a des conséquences fondamentales, c'est que tout est dans tout. Et tout est relié à tout. Il suffira après qu'on invente le premier navigateur avec un mosaïque, et du coup, on a un accès immédiat à tout. Cette idée-là, on peut dire qu'elle est magnifique. Vous pouvez avoir accès à tout. Et j'ai souvenir que quand j'étais jeune étudiant, je me rappelle, mon prof, Michel Bataille, il passait pour lui, il nous dit, on était en master, cette fois-ci l'examen, ça va être simple. Vous pouvez amener ce que vous voulez. Tous les documents que vous voulez. Et je vous donne le sujet. On se dit, mais il doit être fou. C'est bien Michel Bataille, l'original. D'accord. Alors on est arrivé avec les documents. On en avait plein. Et il nous donne le sujet. Et l'angoisse qu'il y a à ne pas trouver la solution quand on sait qu'elle est là. Hein? Et je me rappelle que moi, je ne sais pas exactement trouver, mais je peux vous donner le bouquin, vous le trouverez vous-même. Il arrive. Donc, accéder à tout, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant et d'utile, ou savoir le trouver qui est plus intéressant et plus utile? Et pour cela, est-ce qu'on a besoin de tout? Alors, tout peut être juste, tout peut être faux, ça on ne le sait pas. 1973, va arriver le protocole TCP/IP, le protocole d'Internet, qui va permettre d'un seul coup, au-delà de cette navigation dans mon ordinateur de mes documents qui permettent de relier,
je vais pouvoir me relier aux autres ordinateurs. Ainsi, on va commencer à avoir cette fenêtre ouverte sur le monde qui permet de le faire. Je me souviens de mon beau-père, il y a plusieurs années, qui au départ disait « il n'y a pas de tout sur Internet ». Il posait des questions et il trouvait les réponses. Hein? Quelques années après, il disait « mais pourquoi tu te fatigues? Va chercher sur Internet ». Hein? Donc, très vite, on se dit « ça y est, c'est facile, c'est presque un droit ». Alors que ce n'est pas gratuit, mais il faut payer. Alors oui, tu payes bien quand même. Non, ça devrait devenir le droit général. Et donc, 1983, la création du web, et on a cette magnifique possibilité d'ouverture à un ensemble de bibliothèques du monde. On a accès à tout le monde. 1983, on est bien longtemps après. Est-ce que nous sommes plus intelligents? Est-ce que nous avons réussi à tirer la scientifique moelle des ouvrages que nous pouvons accéder? Ou finalement, on a fini, comme beaucoup, dans cette ivresse du web, où on se retrouve un soir vers 23 heures, sur notre tablette, dans un espace qu'on ne sait pas très bien. Tiens, qu'est-ce que je fous en train de regarder les chevaux, moi? Je n'étais pas parti là-dessus. Mais comment ça se fait? Oula, je suis fatigué. Et je vais fermer et je vais repartir. D'accord? Ou, comme me disait un jour ma belle-mère, Séraphin, il y a un problème. Au bout de certain temps, on ne peut plus ouvrir des fenêtres. Vous en avez vu combien? Je ne sais pas, j'en ai compté 153. Je me dis, est-ce que ce cerveau est capable d'emmagasiner 153 types d'informations différentes à la seconde? Est-ce que je suis en face d'un génie? Ou elle est totalement perdue. D'accord? Les réseaux sociaux, on y reviendra. Bien sûr, les premiers réseaux sociaux en 95. Donc, on va regarder ce que notre société change et les conséquences que ça peut avoir sur notre façon. L'Internet change la façon dont nous communiquons. On est à peu près tous d'accord. On est à peu près tous d'accord que le dernier journaliste qui pensait que son métier c'était de donner de l'information et de ne pas donner son opinion, ben, il est parti avec le dernier journal. Hein? Maintenant, il a compris que, puisque nous pouvons y accéder aux données, il vient de nous donner son opinion. Hein? Donc, le journalisme a changé. Celui qui nous disait, vous savez, le papier, c'est fait pour réfléchir, la radio, c'est fait pour s'émouvoir, et la vidéo, c'est fait pour participer. Celui-là aussi, il est fini. On a un mélange total des modes de communication qui font qu'aujourd'hui, le journaliste qui dirait « Attends, j'ai une information à donner », on lui dirait « Non mais attends, le robot le fait depuis longtemps, quoi. Ne te fatigue pas, le robot est en train de le faire. » Donc, on va se poser cette question. Mais, plus que ça, pour que je comprenne la communication, pour que je puisse lui donner un sens et qu'au niveau démocratique, je puisse l'utiliser. J'ai besoin de la caractériser. Une étudiante qui me donne un texte, elle me dit « Monsieur, j'ai trouvé ce texte génial, je voudrais le citer dans mon mémoire. » Je regarde, pas un autre, mais pas un autre. Donc je me dis « Cherchons le site. » Pas un site. Mais je dis « Où est-ce que vous l'avez trouvé ?» « Mais sur Internet. » Je dis « Vous ne pouvez pas le publier. » « Mais pourquoi? Les idées sont géniales. » Je dis oui, mais vous ne savez pas qui l'a dit, vous ne savez pas quand il a dit, et vous ne savez pas où il a dit. Comment voulez-vous caractériser une information si vous ne savez pas ça? Hein? Elle m'a pris pour de mauvais. Hein? Après, je lui dis, lisez-le et relisez-le, comprenez-le, et après, prenez votre plume, écrivez, et mettez votre nom. Au moins, j'ai une information, et j'ai un auteur. Ça a transformé beaucoup de choses, cet élément de modification de la communication. Mais, progressivement, la communication est devenue plus interpersonnelle que collective. Les réseaux sociaux ont construit du tribalisme, et vous verrez qu'on y reviendra tout à l'heure. Et donc, progressivement, ça n'a pas créé des grands groupes. Internet n'a pas créé des grandes révolutions. Elle n'a pas créé des grands mouvements. Elle a créé des petits groupes.
chacun différenciant et chacun travaillant sur la communication qu'on ne peut pas vérifier la plupart du temps et qui est difficile à vérifier. Nous le cultivons différemment. Plus que nous cultivons à travers le média, nous n'avons pas les mêmes cultures. Et en plus, l'Internet va vous proposer de diviser. Je dis souvent, l'Internet est mort depuis longtemps. Les Internets existent. On pourrait prendre un élément, regarder vos ordinateurs, et vous n'aurez pas les mêmes ordinateurs. Moi, avec mes étudiants, je faisais, pour leur montrer le principe de l'enfermement algorithmique, j'avais un site Facebook, et je ne postais que des choses cucu. Mais vraiment cucu. Pas le truc gentillet. Le petit enfant qui arrivait avec un petit dessin pour embrasser sa mamie. Il m'a fallu à peu près un mois de posts réguliers pour que mon Internet soit d'une gentillesse rare. Et je dis, maintenant, voyons le vôtre. Et c'était tout à fait différent. C'est-à-dire qu'à force que je donne de l'information, mais il est gentil, Internet. Il dit, bien sûr, monsieur, mais si ça vous intéresse, je vais vous en reparler. On est à peu près comme dans un marché. Vous venez d'acheter un chapeau, on va vous proposer 17 chapeaux. Ben, je l'ai déjà acheté, je n'ai pas besoin quand même. Donc du coup, on se retrouve dans une culture qui ne réunit pas, mais qui sépare les individus, avec des hyper spécialistes des éléments. Nous apprenons, mais ça, je passe d'une façon différente. Ça me semble très important. Nous nous rapprochons. La sexualité, la sensualité, la rencontre, le contact humain est aujourd'hui numérique. Alors, si on regarde les statistiques, où est-ce que vous avez rencontré votre compagnon ou votre compagne, on va quand même retrouver le lieu de travail. Comme premier. C'est toujours le lieu de travail. Mais les réseaux sociaux et l'Internet arrivent derrière. D'accord? Et avec les collègues, quand j'ai discuté de ça, je dis, mais où tu veux que les jeunes se rencontrent? Il y a de moins en moins de café, il y a de moins en moins de lieux publics. Donc du coup, ils se rencontrent sur les réseaux. Et ils s'approchent. Ça change le mode de relation. Souvent, ce que je dis à mes étudiants, si possible, le plus vite possible rencontrer. Dans la vraie. Parce que nous sommes des animaux. Nous avons des sens qui sont les sens du réel et pas les sens du virtuel. Voilà. Combien j'ai vu revenir? Ah non. Quand il parlait, il y avait un son dans la voix qui ne me plaisait pas. Oui, ils ont communiqué comme par écrit. Et donc la voix qui parlait, quand il lisait l'écrit, c'était la personne qui le lisait pour elle-même. Donc finalement, elle finissait par tomber amoureuse d'elle-même. Et pas de l'étranger. Cet étrange qui a un corps, qui a une physique, qui a une transpiration, qui a une sueur, qui est plus grand ou pas. Reparler à ma belle-mère, je venais là et je me repensais qu'elle, quand elle avait rencontré son compagnon, elle avait demandé à sa soeur de se cacher pour, en marchant ensemble, elle lui avait demandé, est-ce que ça fait un bon couple? Juste un bon couple. Et bien, ça, c'est pas l'Internet qui va vous le proposer. Ou peut-être bientôt en Tinder le proposera en famille. Est-ce que l'Internet change la façon dont nous agissons? Agissons du point de vue démocratique, agissons du point de vue citoyen. Oui, j'ai fait de nombreux travaux là-dessus. Les pratiques politiques ont muté. Elles ont muté profondément. Je pense que c'est les élections en France de Sarkozy qui ont montré le premier basculement là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un parti politique a obligatoirement une dimension numérique, a une présence numérique, a une action numérique. Que l'idée de pouvoir aborder les actions, que vaut mieux faire hashtag Séraphin que de faire une manifestation avec Séraphin, ça ne marchera pas. Mais l'hashtag pourrait marcher. Donc, comme on va pouvoir mobiliser les personnes sur ces éléments, le monde s'est muté de façon numérique. Alors, on pourrait dire, tant mieux, parce qu'il ne faut pas beaucoup d'argent pour faire un site numérique. Mais quel contrôle? Et quel contrôle de ces éléments-là?
nous nous informons et bien sûr on a les faits, bien sûr on a les complotistes, mais on a aussi accès à l'information dont on n'aurait jamais accès. On a une capacité à pouvoir débusquer des choses qui sont faites pour être cachées, au point que c'est si grave, parce que toutes ces personnes-là sont en prison, parce qu'elles ont révélé des éléments. Et aujourd'hui, l'organe qui est celui qui permet le plus libre, c'est Internet. Donc, c'est important quand les gens nous disent « Non, il faut censurer ou pas ». J'y ai pensé un peu, excusez-moi de dire un peu, je me suis dit « Tiens, c'est quand même curieux. Voilà une réunion publique pour parler d'un sujet politique dans lequel, si je regarde, en France, il n'est pas interdit de parler de sujets politiques. Logiquement, ça devrait être normal. Qui va être interdit. Et je suis persuadé que vous allez avoir sur le net la diffusion de l'information à l'ensemble de la personne. Donc, je me dis, voilà des préfets qui ont encore cette vision que l'on peut arrêter une parole politique en l'interdisant en physique. Mais non, non. Elle se diffusera, quelle qu'elle soit. Donc, on est dans une situation où, paradoxalement, on a de plus en plus d'accès à l'information, mais, paradoxalement, les groupes sociaux sont de plus en plus séparés. Est-ce que ça change la façon dont nous pensons? Alors, j'ai eu le plaisir de retrouver un ami qui m'a aidé, ce monsieur m'a aidé pendant que je faisais ma thèse. Il était au centre de calcul, et je me rappelle, jeune doctorant, il m'a aidé en m'apportant toutes ses connaissances sur les statistiques. Donc, je me rappelle que quand j'ai eu l'ordinateur dans les mains, je me suis dit, c'est inimaginable le pouvoir que j'ai, la capacité que j'ai à pouvoir l'utiliser dès que je sais l'utiliser. Et qu'il y a cette importance. Et on voit bien que ça change beaucoup. J'ai écrit il y a quelques années un article sur le décrochage d'enseignants. Et fatigué de vouloir l'envoyer à une revue pour qu'elle passe à peu près 6 mois à me dire si elle était bien et qu'elle le mette, considérant qu'il y avait une urgence, je l'ai mis directement sur le net. C'est dans mes publications les plus vues, pas la première, mais elle était dans une très bonne place. Et je me dis, si les gens savaient que personne ne l'a validée, personne. Il n'y a que moi qui l'ai voulu la mettre. Donc, si les gens la reprennent, et si la citent, c'est pour quelque chose. Ça n'est pas possible dans un monde de la publication préalable, de la censure préalable. Ce n'est pas possible. Dans le net, c'est possible. Je peux faire ça et pouvoir l'entraîner. Passons maintenant, je vais faire un cauchemar. Parce que maintenant qu'on a passé de cela, on va regarder si c'est le cauchemar. Premier élément, le monde de l'information, ben oui, dans un seul coup, de l'information on en a. Si je lis un livre par jour, dans un an, on est d'accord, pour ça 65 livres. Si je lis 100 ans, 36 000, c'est ça. 36 500 livres que je dois lire dans l'immensité de ce qui est problème fondamental, beaucoup à lire, et quoi lire. D'accord? Sinon, nos minutes, elles s'égrènent là. Donc, la soirée avec la tablette, on arrête. Vous n'avez pas assez de temps dans votre vie. C'est pas possible. Sinon, vous allez arriver là où vous arriverez, un peu idiot, vous ne connaîtrez pas la dernière nouvelle qui vient d'être publiée à Mexico. Et si vous êtes interrogé, vous serez comme moi par rapport à mon WhatsApp. Il n'y a. Mettons que vous analysez 36 500, ben, il y a 15 millions de familles livres dans la bibliothèque nationale de France, 1,7 milliard d'informations, 2,85 milliards d'informations. Donc vous voyez tout ce qu'il y a. Cette situation, elle s'est passée à la fin du Moyen-Âge, au moment de l'imprimerie. Les livres se développant, on n'est plus obligé de se déplacer pour aller lire le livre là où il est, mais par notre libraire,
ils arrivent. On se rend compte que le même texte n'est pas le même. Donc c'est la célèbre Bible, oula, elle a été transformée. Ça va créer quand même tout le mouvement de la réforme, de l'accès au livre. Mais en tout cas, on commence à dire, alors mais c'est plus possible d'être un humaniste. Il y a trop d'ouvrages. Et on commence à fabriquer ce qui deviendra après les Reader's Digest, des petits fascicules de synthèse, ce qui est important de connaître quand on s'intéresse à l'astronomie. Ces petits rêves. Et on est là, dans une des bases de l'enseignant. L'enseignant, in signare, c'est celui qui a lu un peu avant et qui donne quelques signes, quelques repères, et qui essaie de dire à peu près comment se structurent les choses pour que les personnes apprennent. Donc, si on ne prend pas garde, la censure n'est plus une censure par l'empêchement, mais c'est une censure par l'excès. C'est Umberto Eco qui le dit. Si je veux faire passer un scandale, parlez-en, stoppez. Et vous repérerez que ça marche. Stoppez. On pourrait prendre les derniers scandales qui nous ont pris quand même des soirées. Et on se dit, mais où est-ce que c'est devenu? Ah ben je ne sais pas. Mais il est arrêté, il n'est pas arrêté. Je ne sais pas. On n'en parle plus. Voilà. Alors si vous êtes pour le condamner, vous dites, bon, c'est qu'il est en prison. Et si vous n'êtes pas pour le condamner, bon, c'est qu'ils ont dû abandonner les chambres. On en tout cas, n'en sait rien. Cet élément-là va nous poser une question essentielle sur l'information. Quel est le rapport qu'il doit y avoir entre l'information, la connaissance et l'opinion de la personne? Ma célèbre belle-mère, elle n'aimait pas ça. Mais elle a bien envie qu'il soit président. Il fallait voir les arguties qu'elle avait et dire non, mais quand même, c'est pas exactement ça, il faudrait quand même regarder. Oui, mais quand même, c'est un cochon. Oui, mais quand même, elle n'a jamais eu la réponse. Elle n'a jamais eu la réponse réelle de l'information. Et elle était comme ça. Elle finissait par me dire bon, mais moi, comme je ne sais pas la vérité, j'ai ma vérité, ça veut dire qu'elle avait son opinion personnelle, qui était souvent liée à ses engagements, et restait là-dessus. Est-ce que le trop d'informations va nous créer des citoyens butés, qui même face au réel ne le regardent pas, qui vont vous expliquer que c'est pas exactement comme ça, il faudrait prendre du recul, ou sensible à toute idée de désinformation, qui est négative. Entre parenthèses, on va faire attention à ne pas dire des informations quand c'est juste de l'information différente. Parce que quand quelqu'un vous dit quelque chose qui est une information différente, c'est une information différente. Oui, mais il ne vous désinforme pas. Parce que sinon, il n'y a plus un seul canal d'information, c'est le canal officiel. Arrive la manipulation, les effets d'algorithme, la propagande, la désinformation, la malinformation. Tout ça est mélangé dans un grand vase où, en fait, ce n'est pas le réel qui dit si c'est une vraie information ou une fausse information, c'est le mouvement majoritaire qui vous dit que c'est une bonne information ou une mauvaise information. Donc, on a un effet absolu de rétrécissement de l'opinion valable, par rapport à l'information, et le fait que j'accède à beaucoup d'informations va m'empêcher de pouvoir avoir une opinion et une opinion sujet. Souvent, j'ai été formé à la documentation il y a bien des années, et la personne qui me formait me disait, Séraphin, un texte ne répond que si on l'interroge. Pas la peine d'écouter des textes si je ne les ai pas interrogés. Et quand j'interroge un texte, je commence à argumenter mon opinion. Et je commence à dire mon opinion. Alors le texte va répondre ou pas. Mais aujourd'hui, on ne vous demande surtout pas d'interroger, on vous demande d'accepter. 1995, premier viol en ligne. C'est sur un réseau. Alors maintenant, avec les avatars, il y en a beaucoup. Et voilà, on pourra débattre. Est-ce qu'une agression sexiste et sexuelle virtuelle est une vraie agression? En tout cas, les États-Unis l'ont dit, oui. Vous pouvez être agressé.
dire, non mais tu reçois des insultes sexistes, mais c'est pas grave, c'est un écran. Hein, c'est pas grave. Non, ça peut faire des traumatismes. Hein. Donc on a ce passage-là. Progressivement, le net va modéliser ce qui doit être compris et entendu. Là, j'ai pris par rapport à l'érotisation des jeunes filles, c'est des bases de TikTok. Hein, il est bien entendu que si la socialisation de genre sexiste à un moment donné a été mettez-vous un tablier, faites la cuisine pour votre mari, amenez-lui une pantoufle, c'est fini ça. C'est fini. Hein, même s'il y a quelques influenceurs qu'on appelle les try-wives qui continuent à le faire et qui continuent à vous dire ça. Non, aujourd'hui, c'est être un objet. Et un objet sexuel. Alors là, il y a beaucoup d'études qui ont montré, mais progressivement, le net semble vous dire comment vous devez être. Il ne fait pas que vous donner l'information, il vous dit ce qui est la norme, ce qui est la règle. Hein. Et puis voilà, ces personnes, elles paraissent bien, il n'y en a aucune qui existe. Hein. C'est toutes des images fabriquées par intelligence artificielle. Aucune n'existe. Et puis, il y a 3 jours, qu'est-ce qu'on entend? Hein, la célèbre avatar de Marine Le Pen, qui sur le net peut parler avec vous, dialoguer avec vous, vous expliquer ses idées. Mais c'est une intelligence artificielle qui refabrique. Ils ont mélangé Marine Le Pen et Marion Maréchal. Il y a un peu plus de cohérence. Hein, il y a un peu plus de cohérence. Hein. Donc, du coup, ce que l'on pensait être une source de connaissances, qu'on essayait de maîtriser, la vague, on voulait essayer de la passer, on aurait envie de la maîtriser, voilà qu'on se retrouve avec des faits qui n'existent pas, des orientations qui n'existent pas, avec une volonté de nous manipuler. Alors, bien sûr, on peut se dire, je ferme tout ça, quoi. Hein, pas question, je vais retourner en... Mais non, vous ne pouvez pas, parce que tout est passé là-dedans. Tout est là-dedans. Comme une fois on me dit, non mais on n'a qu'à fermer l'Internet. Et donc je dis, vous fermez l'Internet, vous fermez le pays, quoi. Parce que tout est passé là-dedans. Et qu'il n'y a pas de système de migration. Alors, il y en a bien, le Pharos, gendarmerie nationale, police judiciaire, surveille l'Internet. Ils doivent être à peu près 350 policiers de police judiciaire. Vous voyez à peu près ce qu'il y a dans l'Internet francophone. Hein? Donc, quand moi je les rencontre, ils me disent, mais nous, on suit les choses en rouge, les choses les plus dures, les choses grises, on ne l'est pas. À 70%, ils peuvent repérer quelque chose parce que c'est signalé. Signalé par qui? Par vous. Si vous ne faites pas la démarche de signaler, personne ne le signalera à votre place. Alors bien sûr, là on reviendra, est-ce que c'est dénoncer, pas dénoncer, protéger, pas protéger? On reviendra sur cette partie-là, mais c'est important. Donc, on a un dispositif qui aujourd'hui agit, ne fait pas que nous informer, agit pour transformer le réel, pour bouger les éléments. Et puis nous retrouvons sur l'Internet, quel territoire, l'Internet, aucun, quelle loi, aucune, quelle gouvernance, aucune, quel peuple, aucun. D'accord? Donc, on peut se dire, pas de possibilité d'avoir de la citoyenneté et de l'aspect démocratique dans un outil qui n'est pas gouverné. Prenons le cas, un homme, une voix, qui est le principe de la démocratie, hein, puisque c'est ce qui a fait qu'à la Révolution française, tout a basculé. Un homme, une voix, ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce que là, on dirait un homme, un clic. Hein, il suffit que je commande des clics en Inde, et je peux acheter 5000 clics, 200 000 clics, 20 000 clics que je veux. Donc, je n'ai pas des éléments. Un homme, il faudrait au moins que je sache qui il est derrière sur l'écran. Il faudrait au moins que je lui demande sa carte d'identité, que je le signifie. À ce moment-là, c'est un individu. Parce qu'on est citoyen quand on est responsable de ses actes. Sinon, on n'est rien. Hein? On est un influenceur. Voilà. Alors, rajoutons cet élément-là. Voilà la façon de représenter comment on est dans l'Internet. Hein? Nous sommes des animaux. Nous avons une proximité.
Hein. Si je m'approche de vous, à un moment donné, vous allez dire, cet homme-là veut me parler, c'est pas possible. Il vient de rentrer dans ma zone d'influence. Très bien, vous me connaissez, vous me souriez, c'est parfait. Vous ne me connaissez pas, vous retournez pour me dire qu'est-ce que vous faites dans ma zone là, c'est plus. Vous circulez. Ça n'existe pas sur Internet. Hein. Le temps pour passer d'une conversation banale à une conversation intime sur un réseau social est très rapide. Une soirée. 8 heures. Bonjour, j'ai vu votre image, on pourrait me parler, très bien. 3 banalités, 4 banalités. Mais qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Là, très bien, voilà. Oh, j'adorerais vous voir nu. Ce temps-là, et en plus, comme vous le regardez, comme les ados le regardent, dans un espace intime. Hein? C'est rare que quand vous recevez ce type de message, vous les projetez dans la salle à manger, pour que tout le monde les voit, et ce n'est pas dans une séance collective. Donc vous êtes déjà dans l'intime. Et du coup, voilà l'implication du virtuel sur l'intime, parce que vous êtes dans des dispositifs intimes. L'Internet, qui dit mélanger, qui dit créer des réseaux, ne les crée pas, c'est de l'entre-soi, c'est du tribalisme. Chaque groupe s'intéresse à chaque groupe. Je demande à mes étudiants, voilà, vous allez aller sur les réseaux sociaux, vous faire ami avec quelqu'un que vous ne vous feriez pas ami à la vie. A priori, quelqu'un. On va prendre un contrat de 3 mois. Au bout de 3 mois, vous lui expliquez que c'est bon, ça suffit. 3 mois. Et voilà que les gens arrivent à dire « Je viens de discuter avec un joueur de boxe. Ah, mais j'ai joué avec un joueur de pala, mais je ne savais pas du tout. » C'est par la différence que l'on se forme. C'est par la contradiction. C'est par le fait qu'on rencontre des individus qui nous ouvrent les horizons. Là, non. Ceux qui adorent le chocolat ne parlent jamais à ceux qui adorent le thé. Jamais. Alors, faites parler quelqu'un qui adore le chocolat noir et quelqu'un qui adore le chocolat au lait, ils ne se parlent pas, ils se détestent. Hein? Ils vont s'envoyer des méchancetés. Donc, du coup, comment faire collectif? Une démocratie ne peut exister que dans la notion du collectif, qui marque la responsabilité et les enjeux communs d'avenir. Ce qui fait qu'à un moment donné, je quitte l'insulte pour aller vers la médiation, l'accord, l'entente. C'est que je dois vivre avec les gens. Et comme je dois vivre, je trouve la distance sociale qui me permet d'être bien. Hein? Mon voisin, il est là-bas dans sa piscine, pourvu qu'il ne crie pas trop les soirs où je regarde mon match, il fait ce qu'il veut. Cet accord, ce contrat social ne peut pas exister sur l'Internet, puisque nous ne vivons pas ensemble. Et que, en plus, nous n'avons pas cette mélange, cette mixité. Les seuls endroits aujourd'hui où on peut vivre de la mixité s'appellent les rues, les marchés et l'école. Alors, entre guillemets, voilà pourquoi laïque. Parce que c'est les lieux où on vit la différence. Sinon, on ne la vit pas, la différence. On vit entre nous. L'estimité, qui est ce phénomène dans lequel on a, les êtres humains, besoin de donner notre intimité à l'extérieur. Elle n'est pas propre à l'Internet. Saint-Laurent, le psychanalyste, dit qu'elle est propre à l'Internet, elle ne l'est pas. L'estimité est un besoin de tout le monde. D'ailleurs, rappelez-vous, le roi Midas a des oreilles d'âne. Rappelez, il faut quand même se dire. Ouais, mais au bout d'un moment, j'ai envie de le dire. Je vis dans la forêt, je le dis dans un trou de l'arbre. Le tronc de l'arbre le dit aux branches, le branche le dit aux feuilles, et les feuilles s'envolent par le vent, ils viennent le dire à tout le village, et tout le village sait que le roi Midas a les oreilles d'âne. C'est depuis toujours. Notre rapport à l'intimité n'est pas quelque chose d'intime. Nous avons besoin de l'extimité. Mais pour pouvoir le dire, il faut pouvoir le dire en confiance à un certain nombre de personnes. Il faut donc avoir tissé des liens. Et comme l'Internet ne fabrique pas du lien,
et bien vous promenez votre intimité à l'extérieur et vous la diffusez. Et comme en plus la règle d'usage des images est peu connue des gens, ben vous faites comme ma cousine qui, sur son Facebook, met la photo de ses enfants cet été, c'est sûr, ses filles avaient de jolis bikinis. Et moi je lui ai écrit en disant, tu es sûr que tu veux mettre ça à tout le monde? Non mais c'était pas à tout le monde. Mais j'ai regardé, t'as pas mis de filtre? Oh, mais tu crois? Bah oui, moi je ferai un sous-groupe à qui tu as envie de l'envoyer, quoi. On n'est pas à tout le monde. Hein? Et du coup, un certain nombre de groupes, hordes, se promènent sur le net et vont faire un travail de propagande, d'alter-information, de recrutement, de mise en mouvement d'un certain nombre d'individus. Alors là, j'ai mis les extrêmes droites, mais dans mes travaux de recherche, j'ai travaillé sur les masculinistes, sur les femmes antiféministes, sur les groupes djihadistes et la communication djihadiste, sur les groupes de l'ultra-gauche violente. Donc il y a des groupes dont le travail consiste à être présent, à faire le buzz, à avancer pour faire développer les idées. Comme en plus l'éducation aux médias des jeunes est très basse, ils sont persuadés que ça c'est officiel. Ils ne savent pas distinguer. Alors comme en plus certains médias, on se dirait qu'ils sont déjà ça, donc ça nous permet de dire qu'on ne sait plus quoi. Hein? Parce que des fois, il y a des journalistes que j'entends à la télé, je me dis, mais ils font de l'alter-information ou c'est vraiment de l'information? Comment peuvent-ils présenter un fait qui, à l'évidence, est contraire aux faits réels, mais parce que juste ça les arrange? Donc du coup, on a cette difficulté, et aujourd'hui, l'Internet est un espace de endoctrinement, embrigadement, qui peut devenir dangereux. Alors, la chance que vous ayez, vous, de rencontrer ce type de choses, si vous ne le cherchez pas, elle est de l'ordre du epsilon. D'accord? Mais, amusez-vous un jour de mettre un propos néofasciste, et attendez de voir. Et vous allez voir, comme ici, comment il le fait. Hein? Pour ceux que ça intéresse, il y a un certain nombre d'influenceurs et d'influenceuses qui sont là, présents, qui vont vous expliquer tout, pourquoi on s'est trompé sur les chambres à gaz, pourquoi, ainsi de suite. Rajoutons la théorie du complot, les Illuminati, donc c'est les Illuminati, les sionistes, les impérialistes et les maçons qui dominent tout, et du coup, on a un truc, la première chose dangereuse est une information objective. Une information sans opinion derrière n'est pas une information. Pourquoi? Parce que tout peut être se réinterpréter. Tout. Vous donnez un fait, ça ne peut pas. Et donc, vous vous retrouvez dans des difficultés de dialogue avec des jeunes et des moins jeunes, où c'est des nœuds, aujourd'hui, les opinions des gens. C'est des nœuds, c'est très difficile. Alors en plus, comme il y a de l'affect, hein, juste, et mon épouse me pardonnera, c'est une laïque, l'écart. L'écart. On est dans un débat de fin de repas, vous savez, les débats de fin de repas, il faut les éviter. On est à ce repas. Et elle me dit, non mais les religions, il faudrait toutes les interdire. C'est responsable de tous les morts qu'il y a eu. Je dis, pas exactement. Moi, je dirais plutôt les impérialistes ou peut-être les colonisateurs. Ah non, personne ne prend au jeu, elle est allée chercher. Au bout d'un jour, elle m'a revenu et m'a dit, ah ouais, t'as raison. Pourtant, j'étais persuadé. Parce que j'ai dit, qu'est-ce que tu fais de Mao Tse-tung? Qu'est-ce que tu fais de Pol Pot? Qu'est-ce que tu fais de Staline? Qu'est-ce que tu fais des Espagnols en munissant l'Amérique latine? Qu'est-ce que tu fais du génocide des Inuits au Canada par les Anglais et les Français? Qu'est-ce que tu fais de la colonisation? Qu'est-ce que tu fais de ça? Ah, ben là, oui. Mais elle avait cette idée-là. Pour arriver à avoir ce débat, très difficile. Hein? Moi, je sais, ma fille, chaque fois qu'on a un débat, je dis, j'interviens, j'ai deux arguments. Ah non, fais-moi ton prof.
Non, 2 arguments, mais tu te rends compte de 2 arguments. C'est quasiment réactionnaire. Hein? Il faut ou être pour ou être contre. Et donc, du coup, vous n'en sortez pas. Et le débat public se densifie. Il est impossible, il est plus possible. L'idée d'accepter que je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, mais qu'il a le droit de l'exprimer, aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Puisque l'Internet va vous fabriquer des personnes. Moi, je suis un certain nombre de personnes, je lis, je tiens dessous, j'ai honte. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment les gens, tu dis juste, je suis pas d'accord, ou tu t'en vas. Tu vas voir quelqu'un d'autre. Le chronomètre de ta vie est en train de s'effacer progressivement. Utilise le temps de vie qui te reste à autre chose qu'aller essayer de critiquer quelqu'un dans lequel tu n'es pas d'accord avec ses opinions. Avant de terminer, je vais accélérer, je vais juste venir sur... Prends ton temps. Les éléments. Notre capacité à la relation sociale. La moyenne, aujourd'hui de l'ado, c'est 500 amis. Vous compterez. Combien vous avez de personnes. Et si vous avez des petits sites, comptez combien vous avez d'abonnés. Voilà. 500. Les adultes, c'est 150. Donc là. Les études sociologiques sur la relation humaine montrent qu'en fait, 6-9 amis, c'est le maximum que vous pouvez avoir dans la vie. Des vrais amis. C'est-à-dire ceux que c'est intéressant, qui sachent exactement tout le détail de vos opinions, ou dans lesquels vous partagez un peu d'activité. 6-9. Alors si vous êtes quasiment un homme politique, vous en avez 12, 13. Les vrais amis. Qu'est-ce que ça sert les autres? À quoi ils servent? À se donner l'impression qu'on est tous des personnes publiques qui avons beaucoup d'audience. Le 500e, celui-là, est-ce qu'on en a vraiment besoin? J'ai souvenir la première fois où j'ai été supprimé sur un réseau social. Il se trouvait que c'était une copine que je connaissais. Et donc, le soir, je regarde mon réseau, elle m'a supprimé. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais je dis, pourquoi elle m'a fait ça? Je la vois le lendemain, et je lui dis, mais pourquoi tu m'as supprimé quand même? Tu exagères. Elle m'a dit, mais toi je te vois tous les jours, à quoi ça sert que j'étais sur le réseau? J'ai dit, bravo. Bravo. A-t-on besoin d'avoir tous les membres de la famille jusqu'au dernier là-bas au fond, qui a besoin de savoir, tiens, je suis parti de chez maman, est-ce que quelqu'un sait où on a mis la farine? Est-ce que c'est fondamental? Donc, nous ajoutons de l'information, et bien sûr, nous... Nous trouvons que l'Internet d'un pays serait le 3e plus gros consommateur d'électricité au monde, avec 1700 térawatts par an. D'accord? Voilà. Donc, à force de fabriquer des choses qui ne nous coûtent rien, nous fabriquons des consommations qui ne servent à rien. Nous inondons le réseau de rien. Et on y va. Et on y va. Et on y va. Et comme ça, on a cette messagerie où on a 12 500 SMS non lus. Et je dis, pourquoi tu les as pas effacés? C'est de la publicité. Ouais, mais efface-la de ton disque dur, ouais. Parce que tu sais que c'est de la publicité et que tu ne peux pas la lire. Efface-le. Et comme ça, on emmagasine toute une partie qui est négative. J'ai dit au départ qu'on n'avait pas le même Internet. C'est ce qu'on appelle les bulles de filtre. Le principe de l'Internet, à travers les moteurs de recherche, pas si vous allez directement sur Internet et si vous tapez l'URL. Vous savez, ou si vous allez sur le dark web, où là, vous avez besoin de connaître l'URL et de savoir comment circuler. Mais si vous êtes sur un site normal, progressivement, vos recherches tendent à s'homogénéiser. Hein? Et progressivement, le reste du monde, vous ne le verrez pas. Alors, tant mieux que vous fermiez la fenêtre. Si vous avez envie d'être pro-Trump pour les prochaines élections, tranquille. Vous serez comme pro-Trump. Personne ne viendra vous embêter.
danger, c'est que vous allez finir par penser que le monde entier est comme ça. Et que vous allez penser qu'il est cohérent. Et donc la contradiction, vous n'allez pas. La difficulté qu'ont les jeunes aujourd'hui à accepter la contradiction, c'est-à-dire à accepter deux opinions différentes qui ne s'accordent pas et qui ont besoin à un moment donné de vivre ensemble, est de plus en plus grande. Et puis vous avez les chambres d'écho. La théorie de la chambre d'écho en sociologie, c'est une théorie assez simple. C'est si vous êtes dans un groupe qui est homogène sur l'opinion qu'il a, vous finissez par penser que votre opinion, c'est la seule possible, la seule rationnelle et la seule acceptable. Et donc, du coup, il n'y a pas. Et d'ailleurs, quand on est ici, celui qui me dirait quand même que le Stade français joue mieux au rugby que nous, à force de te dire c'est le Stade Toulousain, c'est le Stade Toulousain, c'est le Stade Toulousain, qui ne saute pas n'est pas Toulouse. Voilà. On finit par rentrer dans des chambres d'écho. Le travail de conviction qu'on doit faire sur des personnes pour les informer et qu'elles puissent prendre la décision, qu'elles sachent choisir leur information et qu'elles ne se noient pas dans de l'information, qu'elles sachent la caractériser, qu'elles sachent la dater, qu'elles sachent accepter qu'il y ait d'autres opinions, qu'elles aient un intérêt commun à la décision, sinon il n'y a aucun intérêt dans la décision, qu'elles sachent sortir de leur chambre d'écho, c'est-à-dire qu'elles se confrontent à la chose et qu'il n'y a pas mieux qu'un porte-à-porte. Sincèrement, si vous voulez vous faire un bon bain de je sors de la chambre d'écho, vous faites du porte-à-porte. Là, vous allez plus. Donc, ça, et se méfier des informations que vous avez, puisqu'elles passant par des filtres algorithmiques, elles ne donnent que ce qui semble vous intéresser hier. Rajoutons que pour l'instant, nous travaillons avec l'humain, malgré les algorithmes, que de plus en plus nous allons travailler avec des intelligences artificielles, que ces intelligences artificielles, aujourd'hui, elles sont dociles, c'est-à-dire qu'elles adorent vous donner la solution sur le problème que vous posez. Vous lui posez n'importe quel problème, elles sont sympas, elles vont vous trouver une façon de vous dire mais que demain, elles peuvent être armées pour donner de la contradiction et les fous. Alors ça fait longtemps que l'intelligence artificielle a eu des communications téléphoniques avec des philosophes et que les philosophes nous disent c'est un véritable humain qui nous parle. Donc du coup, on est dans cela. Voilà, je voulais arrêter là, je reviendrai. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut penser cité sans penser cité numérique. On ne peut penser démocratie que en pensant démocratie numérique. Et on est obligé de s'appuyer sur deux biais. Le biais éducatif, parce qu'il faut former les personnes à pouvoir cela, et le biais social, c'est-à-dire l'engagement. Souvent, les gens me disent, mais pourquoi on ne l'a pas interdit, pourquoi on ne l'a pas fait? Alors, je ne peux pas vous le faire là, mais je pourrais vous démontrer comment il est très difficile de l'interdire. Mais j'ai dit, comment faire? Mais engagez-vous. Allez-y. Alors, pas pour insulter les gens, mais pour sortir la chambre d'écho. Les recherches ont montré que dans un groupe de haine, quelqu'un qui intervient et qui dit « je ne suis pas d'accord », arrête la conversation 4 fois plus vite que ça serait arrêté si on avait laissé. Non. Moi je dis non. Stop. Et ça demande. Et c'est ce qui se fait, à tout cas que l'État essaie de faire avec les promeneurs du net. C'est que beaucoup de pays d'Europe font avec les volontaires du net, les militants du net, qui sont sur le net pour essayer d'amener de la contradiction, de la diversité sur ces éléments et faire que les personnes elles puissent sortir de ce principe-là. Voilà, je répondrai à vos questions. Bon, 1, 2, voilà, le micro est chaud. À vous. Bon. Ah, le bras sur lourd encore. Bon, mais en tout cas, merci de ce balayage
qui doit inspirer, je pense, des quantités de questions. Allez. D'abord, merci pour votre exposé. Et j'ai réagi un peu lorsque j'ai entendu que vous avez parlé de chambre d'écho. Et immédiatement, j'ai la chambre d'ego qui est arrivée. Et quelle est la part de narcissisme, justement, dans tous ces réseaux sociaux? Vous avez raison, c'est une chambre narcissique. Ce n'est pas seulement une chambre narcissique, parce que quand on étudie les modes d'embrigadement sur le numérique, on a d'abord la phase du narcissisme. Je vous prends la conversation classique. Excuse-moi, je te contacte parce que j'ai vu que dans tes posts, tu défends un peu quand même les gens qui ont une foi. Oui. Et on va avoir une conversation narcissique qui vise à le faire. Puis après, on va voir une phase qui s'appelle la fusion d'identité. C'est-à-dire, votre narcissisme, il est très intéressant, mais si tu passes au groupe. Tu n'es pas qu'un jeu, tu es à nous. Jusqu'à que vous parliez plus de vous, mais vous disiez, notre communauté, notre groupe fait cela, fusion d'identité. Et quand on a réussi à faire cela, on va commencer à détruire votre narcissisme. Donc c'est quoi ce sentiment petit bourgeois de penser à soi quand tu es face à la cause mondiale? Le monde est en train de s'effondrer et toi tu me dis que tu ne veux pas mettre une bombe à Toulouse parce que tu connais des gens. Mais c'est ça la conversation. Et donc il y a là cette phase de destruction du narcissisme. Et après il y aura une phase qui sera celle de la construction d'une altérité négative. Je vais construire un bouc émissaire. Et quand on a ces 4 phases-là, et quand on les repère sur Internet, moi je l'ai fait sur plusieurs, alors c'est dangereux. On a des individus qui sont complètement transformés. Mais au départ, c'est sur le narcissisme. Au départ, on fonctionne avec l'hormone du bonheur. C'est-à-dire que si je pose mon petit chat et que j'ai quelqu'un qui fait un petit coucou ou un petit, vous voyez, ce petit, il met avec son petit baiser comme ça, qu'est-ce que je me sens bien. Oui, ça va beaucoup mieux ma soirée. Hein? Et je le ressens. On ressent dans son corps ce sentiment du bonheur. Ça fonctionne. Hein? Dans la question de l'embrigadement, c'est une accroche. Toujours commencer par du narcissisme, mais pour l'amener à aller à quelque chose qui est, non pas déshumanisant, mais qui va le faire sortir de sa zone de confort. Le narcissisme est très sécuritaire. Vous adorez les gens, mais vous ne voulez pas prendre de risques. C'est-à-dire que si vous voulez faire prendre le risque, il va falloir faire de la fusion d'identité. Je pense que vous avez donné une image un peu trop négative de Internet, sachant que, d'après moi, il y a des outils que j'utilise très fréquemment, et le site sur lequel je tombe le plus souvent, c'est Wikipédia, et je suis assez satisfait de pouvoir lire l'équivalent d'encyclopédie et dans plusieurs langues, et de pouvoir comparer ce qui se dit, par exemple, en français, anglais, allemand, et c'est mieux que, pour moi, que les dictionnaires. Sachant que, par ailleurs aussi, j'ai rempli quelques pages de Wikipédia à mon époque, et j'avais même rempli en anglais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des endroits qui sont sur Internet que je trouve relativement positifs. Dans le domaine scientifique, il y a le site Archive, et c'est là où Grégory Perelman avait balancé ses résultats qui lui ont valu un prix qu'il a refusé la médaille Fields. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des endroits où on peut publier scientifiquement et faire des choses sérieuses, et les étudiants de maths de l'université Toulouse 3, s'ils ont des articles qui sont publiés sur Archive et qui sont validés par les pairs, ça vaut publication dans une revue, parce que la communauté des gens qui font vivre le site Archive est reconnue par des pairs et fonctionne à peu près correctement. Donc il y a un certain nombre d'outils sur Internet qui ont été au départ créés par des scientifiques. Alors avant qu'il y ait les réseaux sociaux dont vous parlez, et qui sont une partie qui concerne sans doute une bonne part de la population,
on peut continuer comme je l'ai fait et comme je le fais encore. Dès que j'utilise de la recherche, je tombe très souvent sur des sites que je trouve pertinents et qui sont scientifiques, parce que si je cherche de l'information scientifique, je ne vais pas tomber sur des discussions oiseuses où les gens sont anti-scientifiques. Et on tombera souvent sur des endroits, et même sur des bonnes pages de Wikipédia, pas nécessairement en français, mais qu'on peut traduire, et qui sont bonnes. Donc il reste, à mon avis, beaucoup de gens qui mettent leurs thèses et des articles de qualité sur Internet, et si on cherche de l'information scientifique de qualité, on peut même trouver des forums de très bonne qualité dans lesquels on peut participer. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y ait eu la masse très importante de gens qui soient passionnés par des approches dans lesquelles on discute sans respecter des règles mathématiques ou physiques ou disciplinaires précises et référencées. Ce que je veux dire, on peut avoir deux mondes qui cohabitent. Moi, je défends très souvent Wikipédia en disant lisez-le en plusieurs langues, faites la comparaison entre les plusieurs langues que vous connaissez et essayez d'apprendre à dire peut-être le premier que j'ai lu, il y a peut-être un biais qui est écrit peut-être par des gens qui sont d'un certain point de vue, mais ce que j'ai souvent expliqué aux gens, c'est qu'il n'y a pas de Wikipédia français, il y a un Wikipédia en français. Donc, si vous lisez la page sur Montréal, c'est surtout des Québécois qui l'ont écrite, et c'est souvent intéressant de voir les choses qui sont écrites par les gens qui sont francophones, non français, et il est intéressant aussi avec des étudiants qui parlent une autre ou deux autres langues de se dire, quand vous allez sur Internet, essayez d'abord de chercher en français, et si ça ne va pas, essayez de chercher en anglais, en espagnol ou en allemand. Et c'est quand même une démarche intellectuelle qu'il faut apprendre, c'est de dire ne pas regarder la première source et essayer de voir ce qu'on trouve en utilisant une autre méthode. Vous avez raison. Il est bien évident que je me suis centré sur les effets d'Internet, sur le fonctionnement citoyen et sur la démocratie, pas sur la construction de la connaissance. Et que dans la construction de la connaissance, il existe dans Internet des éléments solides ou pas. Il est bien évident que si je veux savoir si mon médicament que m'a prescrit mon médecin est bon, je peux aller chercher le Vidal sur Internet. Et je peux aller le lire. Il faudra que j'ai la capacité intellectuelle de le lire. Donc ça reste quand même cette nécessité. Mais en même temps que je pourrais voir d'autres choses, avec la maladie qu'on a, vous savez, prendre 3 plantes vertes, ça va vous guérir, il n'y a aucun problème, et vous allez pouvoir faire ceci. Donc on va rentrer dans les usages sociaux. Les usages scientifiques existent, et il y a des structures qui sont valables. La difficulté, c'est que ces mondes se séparent de plus en plus. Et que ces mondes de l'information dont je vous dis qu'elle est vraie sans la vérifier et celle de l'information vérifiée, elles se séparent de plus en plus. Et donc, bien sûr, qu'il faut de l'éducation pour pouvoir le faire. Et à ce moment-là, bien sûr, qu'il y a un certain nombre de sites qui sont importants. C'est le débat qu'il y a entre les usages sociaux et les usages scientifiques. J'arrive. Merci pour l'exposé. Et je voudrais savoir, mais vous n'avez sûrement pas la solution, comment garder notre esprit critique et comment apprendre aux autres à être critiques. Alors, si je peux donner quelques conseils que l'on pourrait dire anachroniques parce qu'ils ne sont pas en accord avec le temps présent. Si vous voulez avoir un esprit critique, gardez du temps de silence.
Parce que c'est le temps où votre cerveau va fonctionner. Évitez de passer à la réponse avant même que vous ayez fini de lire quelque chose. Évitez d'avoir des biais. Voilà. Interrogez les éléments. Confrontez-vous à la différence. Pour cela, il faut accepter ce terme. Je le dis parce que mon fils n'est pas doué pour ça. Juste, maintenant c'est mon temps, j'ai 3 minutes, tu écoutes. Tu n'interviens pas au milieu de la phrase, tu écoutes. Et moi je t'ai écouté. Et on revient au dialogue normal et les éléments. Ce n'est que dans la dispute que l'on peut voir les nuances et la fragilité d'un certain nombre d'arguments. Et ça c'est vieux comme la Sorbonne. Et qu'il faut pouvoir le faire. Surtout, faire le tri. Comme vous ne pouvez pas être la prochaine Leonardo da Vinci du XXIe siècle, soyez vous-même dans la connaissance que vous avez de vous-même. C'est-à-dire, choisissez. Je veux bien que je sois encyclopédique, que je connaisse tout de la théorie des cordes, mais tout en même temps du jeu de rugby et tout en même temps sélectionner. Et à ce moment-là, vous pouvez vous considérer expert de quelque chose, donc ignare d'autre chose. Si vous n'êtes pas ignare de quelque chose, c'est que vous êtes expert d'un rien. Merci. Donc, vous avez dressé un portrait qui est assez terrible. Et en plus, maintenant, avec tout ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, où on va pouvoir imiter les voix, ça va être très difficile de faire le vrai du faux. Du coup, est-ce que je me demande si c'est pas un peu un transitoire? C'est-à-dire que là, on arrive vraiment on a un outil, hein, moi je suis d'accord avec l'intervenant tout à l'heure, c'est juste un outil, ça peut être extraordinaire ou terrible. C'est juste que là, on l'utilise un peu n'importe comment, etc. Mais on ne peut pas vivre comme ça, on ne peut pas vivre complètement séparés, sans s'écouter. Est-ce que, du coup, moi je me demande si c'est pas transitoire et que je vois d'ailleurs déjà des gens qui commencent à se rencontrer en vrai, parce que finalement, on ne sait pas quand on chatte avec quelqu'un, on ne sait pas si c'est quelqu'un de vrai ou pas, etc. Est-ce qu'on ne va pas revenir à d'autres types d'usages, même me demander pour avoir de l'information fiable, est-ce qu'il ne va pas falloir revenir à d'autres choses, quoi, parce que se voir en vrai. Enfin, moi, quand je reçois un texto de mon fils, maman, j'ai perdu mon téléphone, je t'appelle avec un autre téléphone, surtout, appelle-moi ce numéro. Bon, je sais que c'est fake, mais enfin, voilà, c'est pas évident. Donc, vous voyez, est-ce que ça va pas, finalement, c'est pas un état transitoire? Voilà, c'est ça. Alors, c'est un rêve. Je suis prêt à adhérer. Nous serions en train de manger le mauvais côté du pain, et le bon côté du pain va arriver bientôt. Pour cela, il faut que vous changiez la société. Il faut que vous changiez la société et que vous mettiez dans les individus de la responsabilité. Je vous prends un cas. J'essaie de m'appliquer comme principe, et j'ai beaucoup de mal, que je considère que comme je ne suis pas juge, j'attends les décisions de justice pour dire que quelqu'un est coupable ou quelqu'un est innocent. Je me l'applique. Vieux républicain de base, quoi, idiot, quoi. Dans notre société, idiot. Le nombre de repas où je suis sommé de prendre position, et je dis non, je ne sais pas. Mais t'as vu ceci, t'as vu ceci. Je ne suis pas avocat, moi. Mais ça m'amène à des discussions où on me dit que je suis buté, que je suis con, que je suis phallocrate parce que je défends des hommes qui ont attaqué tout. Donc il faut changer les individus. Pour qu'on arrive à se dire, attention, il y a des dangers, alors il faut que collectivement nous les ayons repérés. Et qu'en l'éclat, on se donne des règles. Donc du coup, on se donne des interdits. Les interdits, c'est ce qui garantit la paix. Si on dit, mais il ne faut pas d'interdit, à ce moment-là, tout est possible. Donc ça, et qu'il y ait une dimension collective. Faire que des groupes pensent qu'il y a une dimension collective, du coup, il faut que le choix collectif soit accepté et qu'on ait une acceptation du choix collectif. Et de moins en moins, on a une acceptation du choix collectif. Bah, le feu est rouge, je peux passer quand même, après tout. Hein? Ben non, sinon il n'y a plus de collectif, il n'y a plus de feu rouge, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Donc ça, sans l'éducation et sans une implication citoyenne, sans une démarche citoyenne, vous ne pouvez pas le faire. Ça ne viendra pas tout seul. Pourquoi? Parce que ceux qui font l'inverse, ils ont leurs pistes et leurs solutions. Gagner de l'argent, hein, parce que si vous appelez, vous allez
gagner de l'argent, donc pourquoi pas, ils s'embêteraient, ils ont besoin de gagner de l'argent, et vous n'avez pas besoin de le perdre. Mais en tout cas, ils ne vont pas le faire naturellement. L'idée que l'homme n'est bon et que finalement c'est qu'un mauvais moment, il va redevenir bon, moi je suis pour un être, c'est un être social qui est bon ou mauvais suivant les contraintes et le contrat social qui s'établit. Et il n'y a que cela pour le faire. Donc, sans une prise de conscience citoyenne, les choses ne viendront pas toutes seules. Je pense que le combat entre, si on regarde l'histoire de l'Internet, entre les libertaires hippies qui voulaient donner toute la communication, les Wikipédia qui voulaient donner la communication, elle s'est déjà passée et elle l'a fini. Aujourd'hui, le net est gouverné par l'argent. Il n'est pas. Il existe encore. Heureusement qu'il existe encore quelques États qui veulent bien dépenser de l'argent pour payer les fonctionnaires à travailler sur le net. Mais vous verrez que bientôt, il n'y en aura plus. Ils vont enlever les fonctionnaires, ils vont enlever le net, ils vont dire attends, mais j'ai la société machin là, elle peut me le faire. Donc du coup, ce n'est possible que si vous vous impliquez socialement et que s'il y a des mouvements sociaux et que ça se met en place. Sans ça, je suis peut-être un pessimiste. Alors, moi je ne travaille que sur les choses d'éducation négative. Donc je suis toujours dans ce monde-là. Je ne le vois pas tranquillement devenir le masculiniste qui adorera vous insulter et qui va jouir de vous insulter. Ça m'étonnerait que d'un coup il dise « Oh, mais quand même, j'ai eu tort. Oh, je vais devenir féministe. » Non. Non. Il ne le fera que sur des contraintes sociales collectives. Bonsoir, merci pour votre conférence. Mais je voulais savoir quel était le rôle de l'enseignant vis-à-vis de l'Internet. Alors, on est nombreux à penser que l'enseignant n'est plus pertinent dans l'accès à l'information. Il est pertinent dans le travail de décodage de l'information et de structuration. Si monsieur peut lire Wikipédia en plusieurs langues, c'est que monsieur a un cerveau et que son cerveau fonctionne. Sans son cerveau, il ne sait pas le lire. Donc il nous faut former les méthodologues et les personnes capables de faire cela. Et donc l'enseignant doit plus travailler sur cet élément-là. C'est les principes de la classe inversée, de la classe dispute, où on va argumenter les éléments ou pas. Ça, je pense que c'est important. Aujourd'hui, il y a un débat. Si je regarde l'éducation nationale, elle a mis comme programme tous les programmes qui servent à savoir faire fonctionner l'outil, savoir traiter l'information, savoir traiter la connaissance. Elle ne fonctionne pas sur les autres côtés négatifs. Savoir avoir un esprit critique, savoir lutter contre les discours de haine ou avoir une éthique personnelle qui respecte les discours de haine. Un adolescent de 10-12 ans, quand vous lui expliquez que cette vidéo qui est superbe, où son copain s'est cassé la figure dans les escaliers, il n'a pas à la mettre sur Internet, là vous avez vraiment du boulot. Savoir comprendre la logique du code de l'Internet. Certains États sont passés là-dessus. On forme des personnes qui sont capables. Là, pour l'instant, pas. On forme des usagers. Donc, du coup, je pense qu'il faut aller vers cet élément-là. Et après, je pense que nous devons construire des citoyennetés numériques. C'est-à-dire que je ne peux pas dire j'ai fait mon cours d'éducation civique si je n'ai pas fait un cours d'éducation civique numérique. C'est-à-dire que les jeunes doivent être sur le net et doivent rentrer. Il faut refaire les petits bulletins du travail de Freinet, là, mais sur le net. Il faut aller faire les journaux, qui n'existent de moins en moins. Les journaux lycéens, vous savez, ce grand temps où on faisait les journaux lycéens, ça existe de moins en moins. Il faut le faire sur le net. Il faut que des groupes s'impliquent sur des actions. Des expériences comme les lycées internationaux ou les micro-lycées montrent que l'on peut faire que ces jeunes s'argumentent à être citoyens dans le monde numérique. Je pense qu'il faut aller vers cela. Je ne vois pas de bras se lever. Ah, si. Merci beaucoup pour cette conférence. Alors moi, j'ai une question toute simple, parce que j'essaye de faire, je ne sais pas si c'est efficace. Parce qu'effectivement, quand je cherche, il y a
doivent chercher des informations, ils sont souvent d'accord avec moi. Alors pour tromper l'algorithme, le tromper avec des mots-clés inverses de ce que j'ai envie d'entendre, parce que ça peut fonctionner. Oui. On va rester dans l'univers un petit peu trop, on est dans une chambre d'écho en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est une technique que je donne à mes étudiants. Ne me parlez pas de Célestin Frédé si vous n'avez pas tapé fake Célestin Frédé. Ne me dites pas les qualités de si vous n'avez pas tapé les désavantages de. Forcez-vous à aller chercher la contradiction pour pouvoir affirmer une vérité. Donc ça, c'est évident. Hein, c'est évident qu'il faut faire ça et qu'il faut faire. Je pense que dans ce qui est de l'ordre de la connaissance, on y arrive assez bien. La difficulté, c'est la vie commune. C'est que l'Internet, c'est pas que de la connaissance. C'est pas juste pour savoir combien de temps je dois mettre pour faire mon clafoutis. Ça, tout le monde le fait. Voilà, on a ça, on le fait, il n'y a pas de problème. C'est que c'est dans le monde du débat politique et du débat citoyen, du débat social, qu'il y a ces éléments-là. Et là, on est face à des impossibles. Pourquoi? Parce que ça relèvera du choix. Vous n'avez ni tort ni raison en allant voter pour ça. Et moi, j'ai ni tort ni raison en allant voter pour l'autre. Donc, du coup, il faut nous mettre à argumenter. Et que là, l'Internet est un commanditaire de vote plus important que tous les autres moyens. Voilà pourquoi ils sont tous là-dessus, en train de travailler là-dessus. Alors, merci pour la conférence, mais il y a un deuxième merci, parce que je ne vous connaissais pas, et j'ai vu une vidéo hier sur un dessinateur. Apparemment, vous avez participé à une BD, là. Oui. Et la vidéo, là, avec Mébec, la vidéo est très intéressante, donc Internet, de ce côté-là, c'est très très bien. Moi, je m'intéresse à l'information et tout ce qui est fake news. En 2021, la Fondation EDF à Paris a fait une expo sur 6 mois sur les fake news, qui était très très bien, qui a eu pas mal de succès. Et donc il y avait une petite carte que j'avais gardée pour mon entourage où il recommande des bonnes questions qu'il faut se poser sur l'information qu'on trouve sur Internet. Bon, je ne vous citerai pas les 5, mais je citerai celle qui a été mise au milieu. Ce contenu repose-t-il sur des sources fiables? Sur plein de sujets, que ce soit des sujets politiques, d'actualité, moi j'ai remarqué que quand la personne elle avait une opinion, elle allait récupérer une information sur laquelle elle se projetait. Elle ne cherchait pas si la source était fiable. Alors que moi, habituellement, sur plein de sujets, je vais aller chercher, par exemple, sur des sites scientifiques, il y en a quelques-uns, il y a une télé aussi scientifique, Canal+, je crois, et on arrive quand même à trouver pas mal d'informations grâce à Internet. Par exemple, au sujet du Covid, j'ai pu avoir accès à une vidéo. C'était une rencontre avec des chercheurs français et des chercheurs africains. Et donc cette vidéo, bon, elle était un peu longue, elle durait 2-3 heures, mais en fin de compte, elle résumait bien l'état de la recherche, la position par rapport à la vaccination. Et là, c'était une rencontre qui était quand même assez mélangée avec de la richesse. Et le souci, c'est que par exemple sur un sujet, sur certains sujets comme celui-là, parce que l'exposition en 2021 était surtout liée à ce qui s'était passé avec Covid et la vaccination, on voyait qu'elle était très orientée, alors que ce n'est pas le seul sujet, notamment en politique, on s'aperçoit qu'il y a des informations et que la personne avait cherché à conforter, donc en fait de compte, le problème pour le moment d'Internet, c'est un système qui conforte son opinion. Je dirais même mieux, alors je ne sais pas si c'est le mot qui correspond, ça fossilise les idées. Par exemple, là, pour l'histoire du Covid, je lisais les articles après, ça a créé des disputes familiales, amicales, il y a carrément eu des ruptures. Donc là, c'est le côté quand même un peu dangereux, et c'est quand même un frein au débat. Ça exacerbe les opinions. Vous avez raison, hein, la recherche de savoir quelle est la source est la bonne. Il est de plus en plus difficile de la trouver. Quand vous êtes dans du scientifique, les sources sont cadrées, elles sont publiées parce qu'elles sont reconnues par les pairs, elles suivent une méthode, elles sont publiées. Quand on est de l'ordre de l'opinion économique,
Alors là, vous avez, ça dépend de l'école économique que vous suivez. Hein? Cette source, elle n'a pas tranché, elle n'a pas dit ça y est, la vérité c'est celle-là et ça ne sera que celle-là. Il y a débat. Si vous prenez l'information scientifique, sociologique, vous ne savez pas de quelle analyse vous faites. Donc ça devient très dur. On pourrait y arriver, en formant les personnes, on pourrait y arriver. Mais il existe plein d'informations qui ne sont pas scientifiques et qui ne le sont pas. Par exemple, les valeurs. Les valeurs, c'est pas scientifique. Liberté, égalité, fraternité, il n'y a pas un algorithme qui vous dit que vous avez raison. Il n'y a pas une publication qui dit liberté, égalité, fraternité, c'est la meilleure façon de fonctionner. Hein? La démocratie, ben, des fois c'est la pire des choses, des fois c'est la meilleure des choses, ça n'est pas. C'est que vous adhérez à des valeurs. Et donc, que vous avez besoin à faire à de la philosophie de vie. La philosophie de vie, vous n'allez pas trouver des gens qui disent « ça y est, j'ai compris, c'est la foi chrétienne qui est la meilleure foi du monde, c'est réglé, les autres, ça vaut rien. » Non. Donc, vous êtes obligé d'agir avec des domaines qui vous impliquent beaucoup, mais qui ne sont pas ces éléments-là. Et donc, la démocratie ne se juge pas à savoir s'il a 2 points de plus ou 2 points de moins, un résultat scientifique. Se juge sur une adhésion que l'on a à un certain nombre d'idées. Et du coup, est-ce que les immigrés, ça enrichit le pays ou ça n'enrichit pas? Je pourrais vous montrer des articles qui montrent que les immigrés, ça enrichit. Mais mon voisin, lui, tu pourrais beau lui le démontrer, il n'en bougera pas. Alors c'est vrai que je peux le prendre, excusez-moi d'être dur, dans une école de rééducation, jusqu'à qu'il ait compris, comme ça, et qu'il marche à la bonne droite, mais il restera comme ça. Et le problème, c'est que ça s'appelle le débat. Et le débat démocratique est un débat conflictuel, il y a un débat affectif sur des valeurs, sur des normes et sur des règles. Il n'y a pas de bonne raison. Et ça, si on veut éduquer les jeunes, il faut qu'on les éduque à ça. Alors, individualisme, narcissisme, qu'est-ce que tu veux? Je m'intéresse à ça, moi je m'intéresse à moi. Ok. Mais progressivement, il faut leur faire prendre contact que c'est très utile de faire ça. C'est là qu'il y a une fragilité. Je prends le Covid. Moi, je travaille à l'anthropologue, c'est-à-dire que je suis en immersion dans le net avec un certain nombre de ce qu'on appelle des poissons pilotes, c'est-à-dire moi ou d'autres anonymes qui sont sur les sites les plus dangereux. J'ai une étudiante qui est immergée dans les complotistes Covid. De toute la période, elle m'a ramené à peu près 125 vidéos, super bien faites, qui me démontre par A plus B qu'on vient de prouver que ceci, voilà l'endroit de l'usine où c'est sorti, voilà le travail, tout. Il faut être super bon pour aller vérifier les sources, regarder les sources. Voilà. Il n'y a pas un site d'Alter-Information Médicale qui ne vous cite pas les sources des articles. Et parfois, vous vérifiez, ils sont justes. Il a vraiment fait ça. Mais comment on interprète tout cela pour aller à une décision, à une réflexion? Ça, c'est l'ordre du débat. Donc ça pose vraiment. C'est pas seulement vérifier les sources, ça serait génial. Mais bon, j'adorerais vérifier la source auprès de Macron, savoir s'il est intelligent ou pas. Mais je ne suis pas sûr qu'il me répondra. Et donc je serai obligé d'avoir mon opinion. Voilà, la mienne, et pas lui. Oui, justement, un petit peu dans ce sens-là, Musk a pris le contrôle de Twitter et on a fait maintenant X. Et il y a un certain nombre d'institutions qui ont décidé de boycotter X. Je voulais avoir votre opinion. Est-ce que c'est la bonne stratégie ou au contraire, faut-il être présent sur X? Moi, je pense que si on veut organiser, X est un des organes de l'information aujourd'hui. On est obligé de le constater. Donc il faut soit mettre en place des groupes ouverts, gérés, fonction publique, dans lesquels le respect de la dignité des personnes soit fait, soit rester là-dessus. On n'est pas, c'est comme si vous disiez, dans la place du Capitole, il y a tout le monde qui vient, mais j'aime pas cette place, et en plus les opinions qui se disent sont pas bonnes, je vais fabriquer, placer les jardins, un autre truc. D'accord, mais faites-le avec les moyens, et aujourd'hui, aucun État structure le débat public. Aucun État. On est dans une déshérence totale
on va avoir des élections, où est-ce qu'elle est la campagne pour nous dire qu'il faut les inscrire sur une liste électorale? Personne. C'est quoi les débats politiques? Oula, c'est les débats. Bonjour, alors je vous dis que vous êtes ça, vous êtes d'accord ou pas? Ah ben non, je ne suis pas d'accord. Non mais quand même, c'est quand même plus. J'ai fait venir un expert, il vient de vous dire que vous êtes... Ah ben ça alors, ça c'est le débat. C'est pas un débat. Où les gens expriment leur opinion, le temps de les exprimer ou pas. Et donc du coup, l'Internet va jouer. Donc du coup, on a des dangers par rapport à la démocratie. Souvent, on me dit, et l'influence étrangère là-dedans. Et je dis, mais qu'est-ce que vous appelez influence étrangère? Est-ce que ça veut dire qu'un pays manipule l'information exprès ou soudoie des personnes pour avoir leur opinion? À ce moment-là, c'est une influence. Ou c'est simplement qu'il y a des gens qui sont d'accord avec eux? Mais dans une démocratie, les gens ont le droit d'être d'accord avec eux. Ils ont le droit. Ils s'expriment, ils perdent les élections, ou ils les gagnent, mais ils ont le droit. La notion du débat, prenons le Covid. Si je tombe d'accord avec tel chercheur américain et que je pense qu'il a raison et que je le dis, est-ce que je suis sous influence étrangère? Non, je considère que j'ai pris les éléments. J'ai sorti l'idée qu'il soit payé ou qu'il y ait une manipulation de l'information. Cela, il y a de l'influence. C'est bien sûr qu'il y a de l'influence. Il y a ça. Mais le reste, elle est différente. Donc du coup, le débat est tellement crispé, tellement posé, qu'il y a une très grande difficulté à avoir du débat. Hein. Même sur des éléments qui pourraient être posés, c'est-à-dire le scientifique, on pourrait se dire le scientifique, on fait venir des experts, ils nous disent quel est le résultat. Mais même cela, il est posé. Donc, est-ce que les États peuvent récupérer le débat public? Aujourd'hui, je ne connais pas de pays qui le fassent, hormis quand il s'agit de la lutte contre le djihadisme. Là, je pourrais vous dire des pays qui ont investi, le Maroc, sur l'enseignement de l'islam, a investi sur le net avec des personnes qui répondent à toutes vos questions sur l'islam, pour valoriser l'islam du roi, le sien. Voilà. Je pourrais vous dire des policiers hollandais qui font ce qu'ils appellent les patrouilles numériques sur le net. Ils vont donner des informations, répondre des numéros verts qui ont été faits. Hormis sur cela, sur le reste, il n'y a pas. Sur le reste, il n'y a pas. On pourrait arriver à le créer indépendamment. Il faudrait qu'on ait une gouvernance. Et on ne pourra pas, même si on développe un X français, le faire accepter aux autres pays. Et on ne pourra pas interdire à X de continuer à publier en France. Voilà. Donc, il n'y a que l'esprit critique des individus qui pourrait le sélectionner. J'ai une question là, alors. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il me semble qu'en tant que spécialiste de sciences de l'éducation, vous devrez réfléchir aussi à quelle est l'éducation des individus dans la société par rapport au débat. C'est-à-dire qu'on a voulu en France faire monter très fortement le niveau des élèves pour avoir 80% à l'époque au baccalauréat. Mais quelque part, les gens doivent faire de l'histoire, de la philosophie et se poser des questions sur l'origine des sources ne concerne pas qu'Internet, même les sources papier ou les sources de livres, il faut savoir dans quelles conditions ils ont été écrits et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, se poser des questions sur la véracité des sources que l'on trouve quand on fait de l'histoire, c'est fondamental. Et ce n'est pas uniquement parce qu'il y a Internet qu'on doit avoir un esprit critique sur tout ce qui apparaît et qu'on doit étudier. Donc, faire des études, c'est apprendre, avoir un recul par rapport à toute source et de savoir dans quelles conditions ont été écrits les livres que l'on trouve dans les bibliothèques et dans quelle époque ils ont été écrits pour voir quels sont les biais qui sont construits inconsciemment, mais liés aux conditions de production des savoirs. Donc ce que je pense, c'est que si on a des gens qui font de la philosophie et de l'histoire, ils doivent être capables de comprendre avec un petit peu
quelle sûreté on peut accorder à des sources et comment on doit être toujours critique sur les éléments que l'on lit ou que l'on aborde. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai fait des formations à des universitaires, je leur dis, Internet, c'est un peu différent qu'une bibliothèque, mais même dans une bibliothèque, il faut avoir un esprit critique parce qu'il peut y rester des livres qui sont obsolètes et qui contiennent des erreurs. Donc, tout scientifique doit avoir une approche critique de toutes les sources. Alors, peut-être plus sur Internet pour des raisons de disponibilité, mais quand même, l'esprit critique doit faire partie de la formation scientifique à tout niveau. Vous avez raison. Ce que vous décrivez, c'est l'intellectuel. C'est le travail de l'intellectuel. Mais l'intellectuel, son mot principal, c'est « je doute ». Et aujourd'hui, dans la décision politique, c'est « je choisis ». Et donc, il y a une contradiction. Moi, je l'ai vu quand on a fait le célèbre, sur le Covid, le célèbre conseil scientifique. Je dis, un monde où c'est les scientifiques qui décident dans la politique, c'est le pire des mondes. C'est le pire des mondes. Parce qu'ils doutent, et à juste raison, ils sont faits pour douter. Et pas douter simplement parce que je n'ai pas l'information, douter en permanence de ce qui a été fait. L'un des ouvrages qui, pour moi, me semble être le plus critiquable, c'est l'histoire de Michelet. Celle-là, elle est dans la bibliothèque au bon rang à la bonne zone. C'est l'histoire racontée par Michelet, elle est faite dans des conditions sociales de production qui sont très claires. Donc, l'intellectuel, il faut pouvoir le former. Mais la grande difficulté, c'est que si on prend l'Internet, quels sont les mots qui apparaissent le plus ? Je. Donc, c'est bien l'égoïsme. Quelle est l'information la plus forte ? C'est la certitude. Quelqu'un qui passerait son temps à dire « je ne sais pas, j'hésite, je ne sais pas, je le fais », ce n'est pas. Entre le monde de l'intellectuel et le monde de la décision et de la démocratie, il y a le choix. Et le choix, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il ne sera pas rationnel. Je suppose, si on prenait toute l'histoire de la Ve République, il y a plein d'erreurs, mais qui ont été des faits. Qui ont été faits des faits, mais qui pouvaient être des erreurs. Et donc, il faut former l'intellectuel, mais il faut former le citoyen. C'est deux choses qui doivent être complémentaires. Bon, je crois qu'il n'y a plus de questions maintenant. Il reste à vous remercier encore pour toutes ces questions.